Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce débat portant sur la reconstruction économique et surtout sur la façon dont cette reconstruction doit et peut intégrer tout à la fois les urgences sociales et les urgences environnementales, une reconstruction en rouge et vert. Donc, pour en discuter avec nous sur ce plateau, Pauline Boyer, porte-parole d'Alternativa, Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, et Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attac. En mars dernier, en plein cœur du confinement, vos organisations publiaient une tribune « Plus jamais ça, préparons le jour d'après ». Avec 15 autres organisations, vous avez été rejoints depuis par encore d'autres organisations, vous allez nous en parler, mais avec 15 autres organisations syndicales, associatives, environnementales, vous lanciez un appel à toutes les forces progressistes, humanistes, pour reconstruire un futur écologique, un futur féministe, social, en rupture avec le désordre néolibéral. S'en était suivie une pétition, aujourd'hui signée par plus de 187 600, même 187 611 personnes, en tout cas à l'état de ce midi, donc signataires. Vous avez également et surtout élaboré un plan de sortie de crise décliné en 34 propositions. Elle vise plus de justice fiscale, plus d'emploi, de meilleures conditions de travail, plus de sécurité sanitaire aussi, ainsi qu'une transformation des modes de production, de mobilité, de consommation, pour qu'enfin tout cela s'aligne sur les objectifs de réduction de gaz à effet de serre nécessaires à la lutte climatique et les objectifs de préservation de la biodiversité. Vous allez revenir sur toutes ces questions au fur et à mesure des débats. La question qu'on va se poser aujourd'hui, surtout avec vous, c'est d'abord de savoir quelle suite vous comptez donner à cette convergence des luttes sociales et environnementales. Elle est à la fois inédite, à la fois elle n'est pas née de la dernière pandémie, si je puis dire. Ça va être de savoir aussi jusqu'à quel point tous ces enjeux peuvent se rejoindre et enfin de savoir les cartes qu'il vous reste à jouer alors que le gouvernement a mis sur la table son plan de relance qui lui ne ressemble pas du tout à ce à quoi vous aspiriez. Pour animer cette discussion avec moi, Pierre-Henri Lappe, journaliste à la rubrique économique et sociale de l'Humanité, la rubrique Capital Travail. On va commencer les échanges avec vous, Jean-François. Je le disais, cette coalition, elle ne date pas d'hier, elle n'est pas née du jour au lendemain. À partir de quand il est devenu évident que les batailles environnementales ne peuvent pas se mener en dehors des batailles sociales? C'est difficile de donner un point de départ à cette réflexion-là parce que moi, ça fait 8 ans que je suis chez Greenpeace et cette réflexion, elle existait même bien avant que je rejoigne cette organisation. Je pense que ça fait peut-être même des décennies qu'on réfléchit à comment articuler justice sociale et justice climatique. Peut-être que les mots ont changé, la manière de le faire a changé, mais en tout cas cette réflexion elle a souvent été là. Mais c'est vrai que jusqu'à il y a 2-3 ans, on était dans l'ordre du slogan ou de l'envie sans forcément faire les choses. Et c'est finalement assez récent qu'on s'est dit qu'il fallait aller plus loin que cette réflexion et qu'il fallait passer à l'action et qu'on se coltine au réel et à essayer de dépasser notamment ce fameux slogan qu'on cite souvent, fin du monde, fin du mois, même combat, qui est extrêmement important et rassembleur dans des mobilisations climatiques notamment ou des mobilisations sociales. Et c'est dire, très bien, on est d'accord sur ça, mais comment on décline ça dans la vraie vie? Comment est-ce qu'on arrive à vraiment porter des mesures qui soient à la fois bonnes pour la résolution de la crise climatique et bonnes pour réduire les inégalités sociales. Et c'est uniquement en travaillant vraiment avec plusieurs organisations qu'on s'est dit qu'on pouvait, qu'on devait le faire. Et de manière bien plus récente, ce collectif Plus jamais ça, il est né de rencontres qu'on a pu avoir, notamment avec Aurélie Trouvé d'Attac et Philippe Martinez de la CGT, et Solidaire qui était là aussi dès les premiers jours, notamment au contre-sommet du G7 à Irún, dans le Pays Basque espagnol l'an dernier, au moment du sommet du G7, où c'est la première fois qu'on s'est retrouvés, notamment Philippe Martinez et moi, c'était la première fois qu'on se voyait, je crois même, et qu'en tout cas, on avait un discours public qui appelait à effectivement réfléchir à des points de convergence entre nous. On sait qu'on n'est pas forcément d'accord sur tous les sujets, mais peu importe, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on est d'accord, et essayer de travailler sur ces points de convergence, essayer de prendre des cas un peu plus pratiques, de se dire
justice climatique, justice sociale, ok, très bien, mais comment on fait? Concrètement, comment on fait? Quelles propositions on peut mettre sur la table? Et puis ensuite, ça a donné lieu à cette tribune dont vous parliez, ça a donné lieu au plan de sortie de crise, où là, on a vraiment travaillé sur des choses très concrètes. La bataille des Gilets jaunes qui précède ce contre-sommet du G7 2018-2019, c'est marqué par les grandes marches pour le climat, c'est aussi marqué par la bataille des Gilets jaunes contre, entre autres, déclenchée par la taxe carbone. Ça a été un élément déclencheur aussi pour vous Oui, ça a été un élément déclencheur. Au-delà de nous, Greenpeace, je pense que ça a été un élément déclencheur pour tous les mouvements écolos et environnementaux qui se sont dit, bon, ok, on n'avait peut-être pas mesuré à quel point on doit systématiser cette approche sociale dans nos messages environnementaux. C'est-à-dire qu'on savait qu'il fallait le faire, mais c'était peut-être pas suffisamment présent, suffisamment bien expliqué, suffisamment bien amené. Et depuis lors, on s'est dit qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus porter un message, aussi bon soit-il pour la résolution de la crise environnementale, s'il n'avait pas été passé au crible de l'impact qu'il peut avoir sur la crise sociale. Et de se dire aujourd'hui, si une mesure est bonne d'un point de vue environnemental, mais qu'elle contribue à accroître les inégalités sociales, alors ça veut dire que ce n'est pas une bonne mesure. Ça veut dire qu'il faut qu'on l'oublie, qu'on la mette de côté ou qu'on la travaille autrement pour faire en sorte qu'elle réponde aussi à l'urgence sociale. C'est-à-dire qu'on doit apprendre effectivement à conjuguer systématiquement, et c'est ce systématiquement qui est important, à conjuguer systématiquement la résolution de ces crises-là, parce que finalement elles font, et c'est le discours en commun qu'on a, c'est que ces crises-là font partie d'une seule et même crise. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'essayer de combattre la crise sociale d'un côté, la crise climatique de l'autre, crise de liberté publique, crise démocratique ou autre de l'autre côté. Tout ça, ce sont les ensembles d'un même élément. Ouais. Pour rendre les propositions désirables, ça fait partie de ce qui est dit dans l'appel de Plus jamais ça. Exactement, tout à fait. Philippe Martinez, la CGT, Solidaire, la FSU, mais aussi la Confédération paysanne, les syndicats sont très présents dans le collectif. Qu'est-ce que cela traduit comme transformation quant à la façon de penser l'industrie, l'agriculture ou même les services pour vos organisations? Bonjour. En tout cas pour la CGT. Bonjour à toutes et à tous. On est très présents, mais on est présents comme les autres. On n'est pas plus présents que les autres, parce que ce qui me paraît intéressant dans ce collectif, c'est que quelle que soit la taille des organisations ou le nombre d'adhérents, chacun compte pour un et la parole pèse autant d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un peu comme le disait Jean-François, tout le monde prend de plus en plus conscience des enjeux climatiques. Les salariés en premier, je veux dire, quel que soit leur boulot, ils sont sensibles aussi à l'avenir de la planète parce que ça fait partie des questions qui sont posées, notamment parmi les plus jeunes. Les réponses, ça ne peut pas être pour sauver la planète, il faut que tu perdes ton boulot. Parce que là, la qualité d'écoute diminue. Et donc, on est interpellé par des salariés. Et ce n'est pas non plus depuis un an que la CGT s'interroge sur les questions environnementales. Notre congrès qui avait lieu maintenant il y a 1 an et demi est beaucoup venu sur les enjeux environnementaux. Par contre, ce qu'il y a besoin, c'est à partir du savoir-faire des salariés, à partir de leur travail, comment on peut, à chaque fois qu'il y a des projets dans une entreprise, quand on veut développer un certain nombre de choses, on n'est pas indifférent à l'impact climatique. Or, ce qu'on constate, c'est que souvent, enfin pas souvent, toujours dans les entreprises, ce sont les employeurs, les actionnaires qui décident de la stratégie et les enjeux environnementaux sont uniquement de la communication et ça détruit. Et donc, la finalité des stratégies d'entreprise, c'est que ça détruit et la planète et le travail, soit par le chômage, soit par l'accentuation des conditions de travail, etc. Et donc, on a réfléchi, nous, de notre côté, depuis longtemps, sur comment conjuguer ces deux aspects, l'industrie, le social et les questions environnementales. Le fait de côtoyer d'autres organisations nous permet aussi, dans notre réflexion, d'intégrer des choses que nous ne maîtrisons pas ou dont rien que le fait de discuter nous oblige à réfléchir. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on prend en compte l'ensemble de nos échanges. Pauline Boyer, le collectif Plus jamais ça affiche clairement sa couleur, antilibérale, féministe, sociale. C'est la seule voie écologique aujourd'hui? Alors,
En tout cas, c'est la voie qu'on choisit parce que quand on regarde les batailles qui sont menées par toutes les organisations et les syndicats qui font partie de ce collectif, c'est une bataille pour préserver la vie sur Terre. C'est pour la dignité des êtres humains maintenant et plus tard. Et l'avenir, justement, et les conditions de vie sur Terre qui menacent cette vie dans des bonnes conditions pour les générations futures, elle est menacée par le dérèglement climatique. Donc on a besoin d'articuler à la fois le temps présent et à la fois le temps futur, qui est hypothéqué par les émissions de gaz à effet de serre, par nos modes de vie. Et donc la question qu'on a à se poser, c'est quel choix de société on veut faire pour à la fois améliorer les conditions de vie maintenant, mais pour pouvoir permettre aux générations futures juste de vivre, de manger, de boire, d'avoir un toit, d'avoir une place dans la société. Et donc, cette alliance, elle est intéressante pour ça, parce qu'elle permet, et elle a permis avec le plan de sortie de crise, avec les 34 mesures, de dessiner quelles sont les valeurs de la société qu'on veut construire ensemble. Et donc, oui, ce sont des valeurs qui sont féministes, qui sont inclusives. On veut une société qui soit antiraciste, dans laquelle tout être humain est respecté, quelle que soit son origine, son orientation sexuelle, etc. Donc ça, c'est important d'avoir un socle de départ pour démarrer. Et ensuite, on voit que les alternatives que nous, en tant que mouvement climat, on avance comme vraie alternative au système actuel pour imaginer une vie qui soit soutenable, elles permettent de vivre mieux dès maintenant. En fait, ce sont des alternatives qu'on pourrait et qu'on devrait mettre en place maintenant, même s'il n'y avait pas le dérèglement climatique, parce qu'elles permettent une meilleure répartition des richesses, elles permettent de répartir le travail, parce qu'on a une vraie réflexion sur la répartition du temps de travail, pour que tout le monde puisse avoir accès à cette place dans la société que permet le travail. Donc ce sont les valeurs communes qu'on pose pour avancer et pour dialoguer. Et effectivement, le fait de dialoguer avec des... Donc nous, on a une vision un peu plus de loin, en disant, voilà, le dérèglement climatique, il impacte la planète entière. Il y a déjà des gens qui sont impactés, pour qui c'est une tragédie. Et il y a aussi les personnes qui... en fait, on a tous besoin de vivre et d'avoir un salaire et de pouvoir vivre dignement aujourd'hui. Et ça, c'est rappelé aussi par les personnes qui vivent et qui bataillent pour le maintien de leurs emplois, etc. Donc, on a cette dualité à explorer. Et le fait d'avoir ce type de coalition qui se crée, c'est un signe qui est très positif parce que ça permet de nous désaxer et de réfléchir, de prendre le problème de manière holistique, ce qui permettra d'avancer dans la réalité du terrain. On finit rapidement ce tour de table avec vous, Aurélie, des rendez-vous manqués entre les luttes sociales et environnementales. Il y en a déjà eu par le passé depuis des années. Qu'est-ce qui fait que celui-ci va prendre ou va pouvoir prendre, qu'est-ce qui fera que celui-ci va pouvoir prendre et il est attendu ce rendez-vous entre les forces sociales et environnementales. Qu'est-ce qui fait que celui-ci prend? D'abord, je voudrais rejoindre ce que dit Jean-François. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu des rendez-vous manqués. Je pense qu'il y a eu une progression en fait continue. Voilà, parce qu'il y a eu quand même déjà le mouvement altermondialiste, vous vous souvenez, il y avait des syndicats impliqués, des mouvements écologistes, des organisations de solidarité internationale, on a fait des forums sociaux mondiaux, etc. Le mouvement Gilets jaunes, le mouvement climat, il y a eu aussi des liens, y compris dans le mouvement retraite, on a discuté écologie, voilà. Donc, et à l'intérieur des syndicats comme des mouvements écologistes, il y a progressivement, de mon point de vue, une prise en compte d'un côté des questions sociales dans la bataille écologique et vice-versa dans les batailles sociales, la prise en compte de la question écologique, tu l'as très bien expliqué, Philippe. Et du coup, là, pour moi, il n'y a pas de rendez-vous manqué. Il y a, quelque part, plus jamais ça, et la continuité de tout un processus, quoi. Après, il est vrai, et tu parlais de crise d'un système, hein, et il est vrai, à mon avis, que la crise du Covid nous a poussé peut-être, ou accélérer ces convergences, parce qu'entre nous, on s'est dit, voilà, on est face à une crise d'un système, effectivement,
d'un système qui exploite le travail et la nature. Et donc, on est pour un changement de système, pas le climat. Les Gilets jaunes aussi disaient il faut changer le système. Et donc, on est parti de la volonté de changer le système dans toutes ses dimensions, la dimension néolibérale du capitalisme, aussi la dimension productiviste, et même, je dirais, les rapports de domination que le capitalisme exacerbe, les rapports de domination patriarcale, postcoloniale, etc. Donc, ce qui fait que l'arc de force de Plus jamais ça est relativement large. C'est vrai qu'on se retrouve surtout sur la question des urgences écologiques et sociales, parce qu'on sent que le nœud, il est là. Et dernier élément, je dirais que ce qui nous fait aussi là avancer, c'est le fait qu'il y a des dizaines, des centaines de milliards versés aux entreprises. Et finalement, on se dit, mais ça devrait être l'opportunité d'un changement, d'une reconversion productive extrêmement importante, à la fois sur le plan écologique et social, et nous, on va porter ça. C'est ça, il y avait cette relance aussi qui est une opportunité de remettre à plat des choses à tous les points de vue. Oui, voilà. Et d'ailleurs, on est pour la suite aussi. Par exemple, on travaille actuellement avec tout un tas d'experts sur un rapport, ou en tout cas sur l'idée qu'on pourrait créer plusieurs millions d'emplois aujourd'hui pour les services publics et la transition écologique. D'ailleurs, on essaye de le chiffrer, d'avancer très concrètement sur un certain nombre de mesures pour poursuivre aussi ce qu'on a fait avec le plan de sortie de crise. Et montrer aussi que la création d'emplois, que faire en sorte que tout le monde ait un emploi de qualité est complètement compatible avec la transition écologique, et qu'il ne faut surtout pas opposer les deux, quoi. Alors, on peut peut-être s'arrêter quelques minutes justement sur l'articulation de ces mesures que vous proposez. Il y en a, on comprend très vite la logique, par exemple, quand Plus jamais ça dit développer l'agroécologie, transformer le système agricole, c'est créateur d'emplois dans l'agriculture, d'emplois paysans. Pareil, si on parle de la rénovation thermique, oui, il va falloir créer des emplois, voilà, on voit tout de suite le co-bénéfice qu'il y a. Il y a aussi des questions, par exemple, quand on parle, Pauline, vous parliez temps de travail et amélioration du droit au travail. Aurélie, vous disiez, la discussion, elle est venue au moment des retraites. Le lien entre bataille environnementale ou climatique et temps de travail et droit à la retraite, voilà, c'est des questions peut-être un peu moins évidentes dans quelqu'un pour... si je peux me permettre, chers amis, ce lien, il se fait, il se fait naturellement dès qu'on commence à poser un certain nombre de problèmes. Consommer mieux, si on n'a pas d'argent pour consommer, ça fait mal à la tête. Et donc, la question du mieux consommer, y compris mieux consommer en préservant, en faisant en sorte que les droits sociaux, parce qu'on a une vocation aussi internationaliste, ne se fassent pas au détriment d'autres salariés à l'autre bout de la planète qui seraient exploités. Voilà, on fait naturellement ce chemin. La réduction du temps de travail, et moi je me félicite que, d'ailleurs ça n'a pas fait débat entre nous, c'est venu naturellement, et ça a permis d'ailleurs d'installer ce débat qui était... il y a 4-5 ans, un peu mis de côté ou raillé, au centre des débats en cette rentrée. Travailler moins pour ceux qui ont du boulot, c'est faire en sorte que ceux qui n'en ont pas puissent en avoir. Et donc là aussi, parce que ce combat social et écologique, c'est faire en sorte qu'il n'y ait aucun oublié pour en profiter. Quand il y a encore des gens qui dorment dans la rue et des gens qui ne mangent pas à leur faim dans notre pays, qui est la 6e puissance mondiale, on peut là aussi toujours leur parler du mieux-être ou d'un certain nombre de choses qu'ils ne captent pas parce que ce n'est pas leur vie. Donc voilà, le souci que nous avons, c'est cette conjugaison à chaque fois et on a besoin de mieux les travailler. Là, je dirais qu'aujourd'hui, l'enjeu, parce qu'on s'est, j'allais dire, entre nous, on est, enfin là, je tiens à le préciser, on n'est pas d'accord sur tout. C'est aussi... Oui, on va y venir, mais je préfère le dire tout de suite, parce que c'est aussi ça l'originalité de ce collectif, c'est qu'on ne nie pas nos différences. On ne fait pas semblant d'être d'accord quand on ne l'est pas. La démarche, elle a consisté à dire, bon, ça on n'est pas d'accord, on verra ça plus tard. Par contre, tout ce qui fait notre perspective commune,
eh bien travaillons là. Et on s'est rendu compte que sur 80 ou 85% des questions, on est d'accord. Donc ça, c'est l'originalité de ce collectif. Et pour terminer, oui, faire en sorte que ces questions sociales, la réduction du temps de travail, les services publics, voilà, on a des mesures sur la relance du fret, par exemple. C'est plus que jamais, enfin, c'était d'actualité, mais les cheminots, en 2018, on se sont fait beaucoup, là aussi, quand il y a eu l'attaque sur le statut de la SNCF. Aujourd'hui, ces questions-là, elles sont au cœur de cette rentrée avec le plan de relance, enfin le plan de continuité comme on l'appelle. Eh bien, ça permet de proposer des alternatives et de montrer qu'il y a d'autres solutions pour sortir de cette situation. D'accord. Quelqu'un d'autre voulait intervenir sur cette question? Non, on lance. Mais toujours sur ces questions. Alors allons-y sur les questions qui peuvent potentiellement faire des accords ou qui font encore des accords. On peut citer, alors il y a la classique question du nucléaire qui revient sur le tapis très régulièrement, on peut y venir aussi, mais il y en a d'autres. Il y a toute une série de mesures qui font sens et cohérence sur le papier, on se demande ce que ça va donner une fois confronté au terrain. Je prends un exemple, tout le monde est d'accord et OK pour se dire que ça fait sens de relocaliser les entreprises, que c'est comme ça qu'on viendra à bout d'une mondialisation qui allait jusqu'au bout de la crise, hein, j'ai envie de dire. Et à la fois, ces entreprises, une fois relocalisées, il va falloir leur faire de la place, il va leur falloir trouver du terrain. On a beaucoup d'exemples qui montrent que ça peut venir en confrontation avec une autre aspiration, qui est celle du zéro artificialisation, qui est celle de préserver les zones humides, de préserver les zones agricoles. Et on a des exemples de terrain où on voit que parfois, tous ces enjeux se confrontent. On voudrait bien construire une industrie, mais on voudrait bien garder des espaces sauvages ou agricoles ou autres. Comment vous arrivez à articuler toutes ces questions? Comment vous les arbitrez? Alors déjà, ce n'est pas à nous d'arbitrer toutes ces discussions-là, mais je trouve que ce qui est important, c'est qu'on arrive justement à sortir des anciens schémas de pensée. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut relocaliser des industries sans forcément aller bétonner des terres agricoles. Aujourd'hui en France, il y a tellement de friches industrielles à rénover, à relancer, à retaper, etc., qu'il y a de la place. Ce n'est pas une histoire de place, c'est juste qu'on continue à penser, effectivement, parce que pour des raisons économiques souvent, pour des raisons de praticité, c'est plus facile de prendre un terrain, de le bétonner, et puis on relance une industrie. Donc je ne vois pas d'opposition, par exemple, entre relocaliser des industries et la protection de l'environnement et la protection des zones humides dont vous parliez. Je pense que surtout le fait de travailler ensemble, ça permet justement de penser les choses un peu autrement. Et ça permet de trouver des solutions auxquelles on n'a peut-être pas pensé jusque-là. Et vous disiez pourquoi cette fois-ci ça marcherait plus que les autres fois. Je pense que c'est aussi, si on arrive à raisonner autrement, qu'on peut faire en sorte que cette fois-ci ça marche mieux que les autres fois. Philippe l'a dit, on ne nie pas les différences qu'on a sur un certain nombre de sujets. Et je pense que ça c'est inédit aussi. C'est-à-dire que jusque-là, dans les coalitions d'acteurs qu'il pouvait y avoir, il fallait qu'on soit d'accord sur tout, ou en tout cas qu'il n'y ait pas d'opposition majeure entre nous pour travailler ensemble. Ben là on s'est dit, il y a des sujets qui nous opposent, c'est clair, et on va les travailler, on ne va pas les mettre sous le tapis non plus, mais il y a tellement de choses sur lesquelles ça fait sens d'aller ensemble que ce serait irresponsable de notre part de s'arrêter à nos points de division. Vous parliez de l'agriculture écologique, effectivement c'est un truc qui est d'évidence, mais il y a la rénovation du bâtiment, il y a le transport ferroviaire, il y a tout un tas de sujets comme ça, le développement des énergies renouvelables, il y a tout un tas de sujets sur lesquels on est tous d'accord sur le fait qu'il faut développer ce secteur-là, que c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour la protection de l'environnement, c'est bon pour tout un tas d'éléments. Donc il y a déjà tellement à faire sur les sujets qui nous rassemblent, et puis encore une fois sur des sujets qui peuvent apparaître parfois source de division. Je pense que si on raisonne autrement, on trouve d'autres solutions. Mais concrètement, comment on peut dépasser, arriver à conjuguer certains intérêts qui peuvent apparaître contradictoires à un moment donné? Par exemple, la question de l'avenir de l'industrie automobile. On a à la fois une réflexion sur l'idée qu'il faut faire reculer l'usage de la voiture, donc potentiellement le nombre de véhicules en circulation, parce que la qualité de l'air, le réchauffement climatique, et puis quand on parle des voitures électriques aussi, des minerais rares, etc. Et en même temps, en France, ça reste une industrie qui fait vivre des centaines de milliers de travailleurs. Donc, comment cette transition écologique souhaitable vers moins de voitures en circulation, elle ne s'accompagne pas d'un désastre social
en matière d'emploi et par le fait que des milliers, des centaines de milliers de salariés peuvent se retrouver le bec dans l'eau, sans avenir professionnel, comme on a pu le connaître par le passé avec les mines. C'est ce qui me vient en tête maintenant. C'est un bon sujet, enfin un vrai sujet. Premièrement, on a entre guillemets une petite expertise à la CGT, et donc il faut se confronter avec les autres. Sur l'automobile, le problème majeur de l'automobile, en France, et c'est encore pire sur la planète, c'est le vieillissement du parc automobile. C'est-à-dire que tous les progrès technologiques, il faudra attendre en moyenne 10 ans pour qu'on puisse en bénéficier, parce que le parc automobile français a 10 ans de moyenne d'âge. Est-ce que vous savez à quel âge, en moyenne, on achète sa première voiture? 58 ans. En France, 58 ans. La moyenne pour acheter sa première voiture neuve. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que sur la voiture comme sur le reste, le territoire français est différent. On ne peut pas raisonner mobilité de la même façon dans les métropoles, dans les mégapoles, que dans les zones rurales. Donc moi, je considère, et je pense qu'on n'a pas encore tout à fait été au bout du sujet, mais on n'a pas des désaccords profonds, qu'on ne peut pas raisonner, la voiture a de l'avenir, mais le tout voiture, il faut le réfléchir différemment. Le tout électrique n'est pas la solution. Le tout électrique n'est pas la solution. Donc il y a des solutions, par exemple, de moteurs hybrides qui conjuguent le thermique et l'électrique, qui sont des solutions. Or, si on maintient des moteurs thermiques, l'impact sur l'emploi n'est pas tout à fait le même que si on supprime tout le thermique. Parce qu'on parle en ce moment beaucoup d'hydrogène. Faudra qu'on creuse la question. Mais ça, c'est plus un plan de communication du gouvernement pour dire, vous voyez, on fait des choses sur l'environnement, qu'une vraie réponse à l'urgence climatique et à l'urgence sociale. Donc, il y a le fait de poser le problème sur la table et que chacun arrive avec son expertise, permet de trouver des solutions. Et nous, on considère que l'automobile a de l'avenir, mais pas telle qu'aujourd'hui elle est conçue. Et de toute façon, on sait bien que, et on le voit en ce moment, que tout ce qui peut être des moyens de communication, et là, l'environnement pour le gouvernement est un gros moyen de communication. Les restructurations, c'est d'abord des restructurations financières et capitalistiques. Ça n'a rien à voir avec l'avenir de l'automobile ou le bien-être des salariés, et encore moins avec le bien-être de la planète. Pauline Boyer, avec Alternativa, vous travaillez à construire justement ces alternatives à partir des territoires. J'imagine que toutes ces questions, vous les posez. Oui, la relocalisation, elle pose plusieurs questions, dont relocaliser quoi et pour faire quoi et qu'est-ce qu'on veut consommer. Parce qu'on ne va pas refaire la même société de consommation que maintenant, vu qu'on voit qu'elle va faire brûler la planète. Donc ce n'est pas possible. Donc il y a un travail d'imagination à faire pour se dire ok, on a le vieux monde et plein de choses à laisser de côté, mais maintenant concentrons-nous sur comment on transfère les savoir-faire des personnes dans des secteurs qui sont nécessaires pour amorcer la transition écologique en ayant toute la justice sociale comme axe central. La relocalisation, elle pose la question de la gouvernance, parce que quand on vient implanter, quand Total va venir implanter un champ d'éoliennes à proximité d'un village, personne n'a envie de ça, parce que les citoyens ne sont encore pas dans la gouvernance de ça. Ils vont payer à une boîte qui va donner l'argent aux actionnaires. Donc, et à côté de ça, il y a des projets justement citoyens qu'Énergie citoyenne aide au niveau financier pour qu'ils s'installent, etc. Tout à l'heure, tu parlais des sites qui sont déjà pollués ou qui sont déjà artificialisés. À Aubais, par exemple, un projet citoyen a monté un parc de photovoltaïque avec des panneaux sur le site d'une décharge, en disant bah voilà, maintenant à la place de la décharge, on a les panneaux photovoltaïques qui alimentent les maisons et dont nous sommes les propriétaires et nous avons une gestion commune. Donc bien sûr, il y a des arbitrages qu'il va falloir faire. Bien sûr, continuer à utiliser les minerais des mines d'autres pays
qui souvent souffrent du dérèglement climatique et des impacts de nos modes de vie. C'est plus possible. Donc il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, comment on veut vivre, et à partir de là, penser l'aménagement du territoire et de manière globale et aussi ancrée dans les territoires, parce que bien sûr, chaque territoire a sa réalité géographique, a plus ou moins d'eau à disposition, etc. Et c'est pour ça que le travail de terrain, il est très important. Il y a ce travail de terrain mené et en même temps, bien sûr, au niveau national, il y a des décisions qui doivent être prises, qui ne sont pas encore prises. On voit que le plan de relance il est insuffisant. Donc voilà, c'est un peu cette vision-là ce fil-là qu'il faut tirer pour arriver à voir où est-ce qu'on peut agir concrètement. Aurélie Trouvé, c'est cette mise en commun, c'est cette question démocratique et de reconstruction aussi démocratique qui est importante dans la façon d'articuler tous ces enjeux. Oui, pour revenir au débat, par exemple, sur la question de l'automobile, effectivement, il y a une diminution aujourd'hui à penser du trafic automobile, de mon point de vue, mais c'est la manière dont c'est fait. Et pour reprendre un exemple très concret, c'est celui de la taxe sur les carburants. Je pense que voilà, c'est en fait une mesure antisociale. Et c'est la façon dont du coup, on impose aussi, dont on réalise une politique écologique, parce que je pense qu'il peut y avoir tout à fait une écologie de droite. Hein. Et en l'occurrence, pour moi, la taxe sur les carburants, c'est une mesure effectivement de droite, dans le sens où ça s'impose en premier lieu sur les plus précaires, sans par ailleurs offrir des alternatives et développer massivement les transports en commun, et notamment le train, voilà, sans planification pour relocaliser les commerces, tout en continuant des grands centres commerciaux en périphérie, tout en ne relocalisant, en faisant en sorte, en continuant que des gens doivent prendre leur voiture pour aller bosser à 50 km. Donc évidemment que ça a été vécu de manière dramatique par par un grand nombre de personnes. Et donc ce qu'on met en avant, nous, c'est effectivement des mesures qui articulent l'écologie et le social, mais ceci dit, je pense, et on se confronte à ce débat-là entre nous, c'est aujourd'hui, et tu l'as dit Pauline, c'est qu'on a une nécessité, en tout cas en France, au niveau global, je dis bien, de décroissance matérielle et énergétique, parce que rien que sur l'alimentation, chacun d'entre nous, en fait, consomme plusieurs planètes. Si on consomme tous en moyenne comme un Français, c'est pareil sur l'énergie. Donc c'est comment on décroît matériellement et énergétiquement au niveau global en France, mais en sachant que c'est les riches avant tout qui font le gros de la consommation. Et que par ailleurs, il y a plein de précaires qui, au contraire, n'ont pas le niveau, sont en précarité énergétique, en précarité alimentaire. Donc c'est comment à la fois on combine la révolution écologique et un partage des richesses beaucoup plus important. Et nous, on pense que oui, l'écologie, elle est sociale parce que c'est les riches qui, avant tout, polluent la planète. C'est aux multinationales, avant tout, qu'il faut s'en prendre et à leurs actionnaires. Et que, par contre, il y a des gens en précarité qui, au contraire, ont besoin d'avoir un minimum de consommation énergétique, alimentaire, c'est comme ça. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on arrivera à parler aussi aux classes populaires d'écologie. Et aux travailleurs, voilà. Ça reste avant tout une bataille de classe et ça doit s'inscrire dans ce cadre-là. Je pense que là-dessus, c'est aussi un point de vue que partagent tous les acteurs. De plus jamais ça aujourd'hui, c'est s'inscrire dans cette bataille bataille de classe, cette bataille gauche-droite. Une exigence d'égalité, en fait. Oui, je crois qu'on a tous derrière ça l'exigence d'égalité, effectivement. Philippe a abordé la question des solutions technologiques rapidement. J'aimerais qu'on y revienne 2 minutes parce que c'est peut-être là aussi que ça peut faire débat entre vous. Et j'aimerais voir comment vous la traitez. Les solutions technologiques, elles sont apportées souvent comme justement des solutions à la crise climatique. Elles ne font pas toujours l'unanimité. Certains y voient effectivement une façon de dénouer le problème. D'autres y voient une fuite en avant. On peut penser au nucléaire qui est posé à la fois comme une énergie décarbonée, donc un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique. D'autres organisations vont y voir une fuite en avant encore et un risque supplémentaire. J'aurais bien aimé avoir votre point de vue par rapport à l'hydrogène vert dont on parle. Là, ça fait partie, c'est un gros morceau du plan de relance gouvernemental. Le gouvernement entend débloquer 7 milliards d'euros sur l'hydrogène vert. Comment vous la pensez? Est-ce que c'est une solution, pas une solution? Fuite en avant, Philippe.
Moi, enfin, et on est d'accord, je pense, enfin, je suis sûr. Moi, je crois beaucoup dans l'intervention des salariés. Parce que les choix stratégiques des entreprises, ce n'est pas les salariés qui les prennent. Qui décide de fermer une boîte pas parce qu'elle n'est pas rentable, pas parce qu'elle ne fait pas un bon produit, mais parce qu'elle n'est pas assez rentable, ce n'est pas les salariés, c'est les actionnaires. Et donc, les salariés, en renforçant, enfin pas en renforçant, en développant la démocratie dans les entreprises, on parle beaucoup de démocratie politique, les Gilets jaunes ont demandé des référendums, mais s'il y a un endroit où les salariés n'ont pas leur mot à dire, c'est quand ils rentrent au boulot. Là, tu fais ce que je te dis et tu ne discutes pas. Donc il y a des choses à conquérir. Et si on s'appuie justement sur les salariés citoyens qui veulent garder leur boulot, qui veulent bien faire leur boulot, mais en même temps, quand ils disent en sortant de la boîte, je veux continuer à respirer et à bien manger, eh bien on fait des choses, on peut faire des choses intéressantes. Et donc, on a des exemples concrets. Moi, je partage ce que disait Jean-François. Il n'y a pas besoin, premièrement, d'aller construire des usines là où il n'y en a pas. Il suffit de revitaliser et de rénover des friches industrielles, même des usines qui peuvent tourner dès demain, pour que ça tourne. Donc, ça, c'est des vraies questions. Et donc, les salariés, moi, je cite souvent, je vais encore vous embêter avec ça, mais c'est le meilleur exemple qu'on a, c'est la chapelle d'Arblay. C'est une très vieille technologie, hein, c'est la fabrication du papier. C'est vieux, hein, et pourtant, c'est une industrie d'avenir. Et les salariés ont développé, parce qu'eux, ils connaissent leur boulot. Eux, ce qui compte, ce n'est pas les dividendes à la fin de l'année, c'est travailler correctement, bien gagner leur vie correctement, et en même temps s'occuper de la planète. Et bien, ils ont des propositions pour recycler, continuer à recycler le papier, le recyclage du papier, et des déchets de papier, il y en a quand même pas mal, faire à côté de la biomasse. Voilà des projets qui sont intéressants, et une usine qui est coincée, entre guillemets, entre une gare où il faudrait développer le fret, et la Seine, où on peut développer le fluvial. Il n'y a pas plus beau projet écologique et social dans une usine qui a 92 ans maintenant. Alors, je pensais que vous alliez citer Cordemais aussi, parce qu'il y a un projet qui a été travaillé avec les salariés à Cordemais sur la transition de centrale thermique. Si je cite tous les exemples, je vais monopoliser la parole, donc ce n'est pas l'intérêt, mais je voudrais juste finir, et je ne parle plus, promis. Veralia, voilà, fabrique du verre. En 2015, c'était Saint-Gobain qui détenait ça. Les actionnaires disent au PDG de Saint-Gobain, et à la fin de l'année, on ne va pas toucher assez, donc qu'est-ce que tu nous vends? T'as qu'à vendre le verre, ça n'a pas d'avenir. Ils vendent ça à un fonds de pension. Aujourd'hui, le fonds de pension dit c'est pas assez rentable, on ferme un four. Si on avait fait confiance aux salariés, eux, ils savent ce qu'ils font. Ils ont aussi la question de l'enjeu de la planète et de la place du verre, y compris le retraitement du verre, etc. Eh ben, on n'aurait pas vendu Veralia. Quand on s'appuie sur les salariés, je pense que et le social et la planète pourraient s'en porter beaucoup mieux. Jean-François, sur cette question. Votre question était aussi sur le rapport aux technologies, aux nouvelles technologies et tout ça. Nous, enfin, dans le mouvement global écolo, environnemental ou quoi que ce soit, on n'est pas anti-écologie, on n'est pas anti-recherche, science ou quoi que ce soit. On sait que les technologies font avancer tout un tas de domaines, à commencer par la science climatique qui a besoin de progresser encore pour affiner ses prévisions, dans le domaine de la recherche médicale, dans le domaine de la production énergétique. Enfin, il y a besoin effectivement de travailler ces sujets-là. En revanche, ce qui nous inquiète, c'est quand on nous fait croire qu'une technologie va sauver la planète ou nous sauver de la crise climatique. Que ce soit tout ce qu'on appelle l'ingénierie du climat, par exemple, qui consiste à penser qu'on va un jour propulser des gaz dans l'atmosphère et que ça va absorber tout le CO2 qui y est, ou qu'on va mettre en place des dispositifs qui vont séquestrer, stocker, comme par goût de baguette magique, tout le carbone qui s'échappe de tous les sites industriels de la planète. Ça, on n'y croit pas. Ce mythe de la technologie qui va nous sauver, on n'y croit pas. Et en plus, on n'y croit pas parce qu'on ne voit pas pourquoi on aurait besoin d'y croire. Parce qu'encore une fois, sur la crise climatique, les solutions, elles sont là, elles sont connues, il suffit de les appliquer, il suffit d'avoir envie de les appliquer et d'un peu de volonté politique pour les appliquer. On n'a pas besoin de rechercher des nouvelles technologies en permanence. Donc sur la question de l'hydrogène vert, c'est pareil. L'hydrogène, s'il est vraiment vert, c'est-à-dire s'il est produit à partir de sources d'électricité d'origine renouvelable, et notamment de surplus de production d'électricité renouvelable, et qu'il est réservé à des usages qui sont compatibles et qui ont besoin d'une source comme l'hydrogène,
l'hydrogène, notamment pour déplacer des véhicules lourds par exemple et tout ça, oui, ça peut être une source d'énergie intéressante. On n'est pas du tout contre l'hydrogène, bien au contraire, c'est effectivement bien utilisé, une source d'énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre du tout, ça c'est certain. Mais en revanche, nous faire croire, comme le gouvernement le fait avec ce plan de relance, que demain tous les véhicules individuels vont rouler à l'hydrogène, qu'on va avoir des avions propulsés à l'hydrogène, qu'il va y avoir de l'hydrogène partout, comme par magie, qui va faire en sorte que toute la production énergétique sera neutre en carbone, et ça on n'y croit pas. Et on trouve que c'est dangereux de faire passer ce message-là. Voilà. Pauline, c'est aussi le point de vue que vous partagez. Aurélie, vous voulez rajouter sur ce point précis des nouvelles technologies Par ailleurs, je pense que sur le plan plus globalement énergétique, voilà, il y a 3 piliers aussi qu'il faut travailler. Enfin, il me semble, c'est certes le développement des énergies renouvelables, l'efficacité, et là, le plan du gouvernement est très très loin de ce qu'il faudrait, par exemple, sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Enfin, ça a été dit et redit par tout un tas d'organisations, voilà, d'ONG, etc., qui travaillent sur le sujet. Et troisièmement, c'est la question de la sobriété. Et c'est vrai que là, il faut aussi travailler sur cette question de la sobriété qui demande par exemple sur la mobilité de retravailler complètement les questions de mobilité. Ça ne veut pas dire destruction d'emplois. Parce qu'en développant massivement le train, en développant massivement les transports en commun, le vélo et tout ce qui va avec, et tout un tas de déplacements alternatifs, on peut aussi créer beaucoup d'emplois, et même peut-être plus d'emplois, à condition, et ce que ne fait absolument pas le gouvernement, qu'il y ait un vrai plan aussi de formation à long terme, de reconversion professionnelle, de garantie de maintien des revenus et des emplois, quoi qu'il arrive. Et tout ça, évidemment, voilà, on a un gouvernement qui est incapable aujourd'hui de le faire, puisqu'il est dans une politique au service du capital. Et si je peux ajouter, là, c'est la CGT position de la CGT, on a la chance d'avoir une grande entreprise publique de l'énergie qui s'appelle EDF, qui devrait être gérée sur d'autres critères que des critères capitalistiques et du profit, et qui va, pour réfléchir sur l'évolution de l'énergie, engager un plan de réduction massif d'effectifs. Alors c'est écologique, le plan il s'appelle Mimosa, hein. Mais et au lieu de travailler, de renforcer ces équipes de recherche et de développement, eh bien, la première chose qu'on fait, c'est supprimer des emplois. Donc, on est bien dans le monde d'hier. Ouais. Garder le secteur de l'énergie, garder un secteur public de l'énergie, j'imagine que ça aussi, c'est quelque chose que vous rejoignez tous et qui vous rassemble tous, cette question l'énergie publique. De toute façon, pas que dans l'énergie, oui, mais pas que dans l'énergie. La notion de protection, de renforcement, de développement, d'accroissement des services publics est quelque chose qui nous rassemble tous. Pour le coup, parce que c'est aussi, pas oublier que ce plan de sortie de crise, on l'a fait à l'aune de cette crise sanitaire, donc on a beaucoup travaillé et réfléchi et discuté, débattu entre nous sur la question du secteur hospitalier, du secteur du soin et tout ça. Donc cette notion de service public, c'est une notion à laquelle toutes nos organisations, effectivement, sont profondément attachées, quelle que soit, en fait, notre mission sociale, comme on dit. Vous avez commencé à évoquer la question du plan de relance, notamment sur l'aspect transition écologique. La question des aides aux entreprises fait débat avec de solides critiques sur l'absence de conditionnalité des aides, qu'elles soient sur la façon d'utiliser cet argent, c'est-à-dire pas de critères sociaux, pas de critères environnementaux. Vous partagez bien évidemment ces critiques? Oui, on les partage. Mais il y a des tas d'exemples, mais ce qui a été annoncé hier, les premiers de corvée, c'était qui? Évidemment, il y avait la santé, etc., mais les premiers de corvée, les deuxièmes lignes dont parlait Macron, c'était les salariés du commerce, les aides à domicile, les agents de sécurité. Auchan, hier, pour remercier les premiers de corvée, annonce un plan de suppression d'emplois de 1500 personnes. C'est absolument scandaleux. Scandaleux. Et c'est la même famille Muliez, une des plus riches fortunes de France, qui liquide Alinéa, qui est dans son groupe, et qui, grâce à une ordonnance du gouvernement, se positionne pour acheter une boîte qu'il a lui-même liquidée, évidemment en bénéficiant d'aide. Ça résume le plan de relance. Ça résume le plan de relance. Et donc, c'est pour ça que nous, à la CGT, on parle de plan de rupture, parce que ce plan de relance, ce n'est pas le jour d'après, c'est les décennies qu'on vient de vivre. Le rétablissement d'un commissaire au plan, j'imagine que
Ça pourrait apparaître une bonne nouvelle. Certains défendaient l'idée d'une planification écologique. C'est qui va dire des libéraux? C'est Aurélie qui répond. Non, mais nous, on est d'abord pour une planification, effectivement, enfin on le dit, puisqu'on dit qu'on est pour un plan de sortie de crise. Effectivement, c'est le seul moyen de prévoir à long terme des politiques face à l'urgence écologique et sociale. Maintenant, nous, on est habitués avec le gouvernement au vernis de toutes sortes. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mot qui fait bien dans le débat, bah, il le récupère. Donc c'est pareil avec la relocalisation. Et c'est pareil avec la planification. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est des actes concrets. En l'occurrence, là, vu le plan de relance, ce qu'ils ont appelé plan de relance, c'est tout sauf un plan. C'est un saupoudrage d'aide en faveur du capital, sans vision de long terme et sans reconversion sociale et écologique. Je pourrais vous prendre, moi, un domaine que je connais bien, l'agriculture, je pourrais vous montrer à quel point ce plan de relance, d'abord, est absolument insuffisant et est en dessous de tout sur les enjeux agricoles et alimentaires. Donc, évidemment, de toute façon, c'est les rois de ça. C'est-à-dire que depuis le début de ce gouvernement, on nous reprend tous les termes à la mode pour les galvauder complètement. Donc, nous, on essaye de les reprendre en disant voilà ce que c'est une planification démocratique, écologique et sociale, et c'est à milieu de ce que réalise le gouvernement aujourd'hui. Voilà. Donc ils pourront nous mettre devant, ils pourront essayer de noyer le poisson avec un commissariat au plan. En l'occurrence, voilà, nous on ne voit rien venir et le plan de relance démontre le contraire. Et cela dit, venons-en au Lutané, le plan de relance, là, il est sur la table, il est posé par le gouvernement. C'est quoi les marges de manœuvre qui restent pour imposer autre chose, pour faire grandir vos batailles? Il y a des rendez-vous d'ores et déjà fixés. Voilà, comment vous comptez maintenant mener la bataille pour continuer à gagner votre plan de sortie de crise, votre plan de relance? Pauline? Au niveau de plus jamais ça, je pense que c'est encore en discussion, mais là, c'est réfléchir à comment est-ce qu'on continue à unir nos forces pour dessiner des mobilisations qui vont faire augmenter un rapport de force avec le gouvernement, parce qu'effectivement, le plan de relance est insuffisant, donc on a besoin de faire monter la pression, et ça va passer par la mobilisation citoyenne, par le fait de redonner le pouvoir d'agir aux gens. Tu disais redonner les manettes aux employés. Eh bien, c'est aussi, nous, ce qu'on fait dans le mouvement climat, c'est redonner le pouvoir d'agir aux citoyens et aux citoyennes pour qu'on se saisisse de ce qui n'est pas fait par le gouvernement et de pousser le plus possible dans nos territoires et au niveau national pour que ça se fasse. Et par exemple, ça va être quoi à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une bataille territoriale, vous allez passer par quel levier, par quels outils pour ce pouvoir d'agir, pour donner ce pouvoir d'agir? Il y a plein d'outils. Bon, là, il y a effectivement un saupoudrage d'argent dont, de ce que j'ai compris, la manière opérationnelle de s'en servir n'est pas forcément très définie. Donc peut-être c'est pousser aussi à ce que l'argent aille au bon endroit et pas pour qu'il continue à servir le capital. C'est faire pousser au niveau des élus locaux pour qu'ils aient des politiques ambitieuses qui permettent de faire avancer les choses. Et ça, il y a plein de groupes partout, de citoyens qui s'organisent et qui font ce travail. Dans Alternatiba, il y a des groupes alternatifs territoriales qui ont fait des véritables projets de territoire où il y a une réflexion beaucoup plus large que juste l'environnement, mais qui inclut la question sociale. On a échangé beaucoup avec ATD Carmonde et leur projet Territoire zéro chômeur longue durée. Donc il y a vraiment des expertises qui se rassemblent sur les territoires pour pousser la transformation, la métamorphose des territoires. Et après, il y a aussi plein de projets contre lesquels résister. Et si on regarde là en ce moment la crise dans le secteur aérien, par exemple, je trouve qu'elle illustre encore bien la situation dans laquelle on se trouve, parce que l'État donne de l'argent, injecte de l'argent dans le secteur.
qui n'empêche pas du tout les licenciements. Les salariés ne sont pas concertés. Avant-hier ou hier, il y a une table ronde justement avec une personne de Sud Aérien, avec Charles-Adrien Louis de BNL Evolution, et ils ont discuté sur justement comment est-ce qu'on avance entre syndicats, mouvements écolos dans le secteur de l'aérien, parce qu'il y a une véritable problématique. Si le trafic aérien continue à augmenter autant et qu'on le laisse augmenter autant, en 2050, juste l'impact des émissions de gaz à effet de serre dues à l'aviation va manger tout le budget carbone de la France. Donc c'est-à-dire qu'on ne mange pas, on se nourrit pas, on ne s'habille pas, voilà. Donc c'est pas possible, on ne se chauffe pas, donc on voit que c'est pas possible. Donc c'est pour ça que là, on a ouvert un dialogue qui n'est pas forcément facile, mais c'est normal, mais le dialogue est ouvert et c'est ça qui est important. Parce qu'on voit qu'il y a des enjeux qui sont compliqués et mais que par ailleurs, eh bien, il y a toutes ces alternatives à développer et tous les savoir-faire qui ne vont pas être balayés, mais peuvent être réinjectés ailleurs. Donc la pression citoyenne, c'est ce dont on a besoin maintenant pour faire changer les choses. Jean-François Julliard. Oui, vous parlez d'échéances, il y a deux échéances qui me viennent en tête qui sont importantes, ce n'est pas les seules, mais qui sont très importantes là, dans les mois à venir. La première, c'est le prochain projet de loi de finances pour les finances 2021 qui va être déterminant sur le souhait qu'on a et qu'on partage, je pense, au sein de Plus Jamais Ça, de rééquilibrage de la fiscalité pour avoir une fiscalité qui soit plus positive pour l'environnement et pour la réduction des inégalités sociales. Donc il y a quelque chose à jouer autour d'une fiscalité. Et puis l'autre élément plus lié directement au climat, c'est le projet de loi qui va venir en tout début de l'année 2021, mais ça va arriver assez vite, sur la suite des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Parce que l'engagement du président de la République de prendre les 149 mesures de la Convention citoyenne pour le climat doit à un moment donné se transformer en quelque chose. En tout cas, c'est l'engagement du chef de l'État. Et du coup, des réunions qu'on a eues avec Barbara Pompili, la nouvelle ministre de la Transition écologique, elle nous a dit qu'il y aurait un projet de loi spécifique sur les travaux de la Convention citoyenne pour le climat qui va passer à l'examen parlementaire début 2021 et qui sera déterminant parce que c'est là qu'on verra ce que le gouvernement et la majorité parlementaire, qui en plus est en train de se disloquer un peu de partout en ce moment, mais que la majorité parlementaire est prête à accepter comme transformation de la société. Parce que les mesures qui ont été portées et sur lesquelles ont abouti les travaux des membres de la Convention citoyenne pour le climat, elles sont très ambitieuses. Dans certains domaines, on aurait préféré que ça aille encore plus loin, mais globalement, elles sont quand même ambitieuses. C'est-à-dire que si on prenait ces mesures aujourd'hui et qu'on les appliquait tout de suite, ça commencerait à sérieusement transformer nos sociétés. Donc on va voir, ça va être un peu un espèce de test aussi de ce que le gouvernement et le Parlement est prêt à faire. Si je peux me permettre, il y a évidemment des rendez-vous sociaux, et nous, on a le 17 septembre, très court terme, au cours justement pour dire quelles sont les priorités aujourd'hui, mais moi, on y a réfléchi d'ailleurs, il y a besoin que nos discussions, entre guillemets, entre chefs, les 19, d'un point de vue national, elles soient concrétisées sur les territoires, un peu ce que tu disais. Parce que sinon, on va apparaître comme des gens très sympathiques, qui ont des belles idées, mais qui ne permettent pas d'être visualisés au quotidien sur tel ou tel. Et donc, il y a besoin aussi, en parallèle des mobilisations et des enjeux nationaux, d'aller sur des territoires autour de projets très concrets. On est en train de réfléchir à un plan de travail qui couvrirait plusieurs initiatives en territoire pour associer et les salariés et les citoyens sur la réouverture d'une usine avec les investissements nécessaires, les questions agricoles, etc., etc. Il faut articuler le macro et le micro parce que le souci qu'on a tous, c'est que nos beaux discours, entre guillemets, trouvent concrétisation dans la réalité quotidienne des citoyens et des salariés. Justement, vous avez évoqué Verallia et derrière la bataille pour le maintien du four de Verallia près de Cognac, c'est bataille pour que l'approvisionnement en bouteilles de verre des producteurs de Cognac ou des vignerons de Bordeaux ne se fasse pas en Ukraine, en Italie ou en Espagne, mais que la production de bouteilles se fasse au plus proche du lieu
où elles sont utilisées. Est-ce que, pour l'instant, il y a la CGT qui est le syndicat majoritaire de l'entreprise qui est en pointe dans la bataille. Est-ce que Alternativa, est-ce que les organisations que vous représentez sont susceptibles de se joindre localement à ces mobilisations et à s'emparer de ce type de conflit? Oui, ça peut être tout à fait un axe. Alors, les groupes Alternativa sont très autonomes, mais par contre, cet objectif de sauvegarder des emplois qui vont dans le bon sens au niveau de l'intérêt général de la société, c'est quelque chose pour lequel on se mobilise aussi. Donc, mais d'où l'importance d'un dialogue, parce que en fait, on a tendance à partir dans nos projets, etc., mais sans regarder ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que je parle beaucoup des territoires, parce que pour moi, c'est vraiment là où on peut avoir la vision la plus pragmatique de donc là, il y a telle usine qu'il faut sauver. Celle-là, par contre, ce projet-là, il ne faut jamais qu'il voit le jour. Donc maintenant, unissons-nous pour faire en sorte de réfléchir de manière intelligente au point de vue de la survie des espèces sur les territoires, du maintien des emplois qu'il faut maintenir avec une gouvernance appropriée qui sorte de la logique du capital au service des actionnaires. Et ça, oui, c'est un des axes du mouvement climat, et un des axes d'Alternativa en tout cas. Aurélie Trouvé, on va conclure avec vous. Il nous reste 2-3 petites minutes de débat encore. Sur cette question, il me semble qu'il y a une échéance qui est fixée quand même pour plus jamais ça. C'est les dates du 24, 25, 26 septembre. Excusez, je ne sais plus exactement, vous allez me rectifier. En tout cas, des grandes marches climat auxquelles vous avez décidé de participer. Oui, alors il se trouve que par ailleurs, on a des dizaines déjà de dynamiques locales, plus jamais ça, et à périmètres différents. Mais enfin, comme le dit Philippe, ce qui est très important pour nous aussi, c'est que ce soit ancré dans les territoires et avec les luttes locales. Et donc le plan de sortie de crise, déjà, première chose, c'est qu'on ne veut pas que ce soit un truc descendant, on va le mettre en débat un peu partout au niveau local et progresser comme ça, justement, qui est aussi une manière de faire démocratique, en prenant en compte les luttes locales et en changeant la manière de faire qui peut exister par ailleurs, quoi. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que sur le plan de relance, c'est non seulement inefficace, mais c'est scandaleux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la stratégie du choc du gouvernement, c'est-à-dire qu'il se saisit de la crise pour une énorme baisse des charges d'entreprise, notamment les impôts de production. Je veux dire, c'est le rêve du MEDEF depuis des années, quoi. Et c'est réalisé à travers le plan de relance du gouvernement. Donc là, on a tout aussi un travail d'éducation populaire à faire. Donc là aussi, on va essayer de travailler tout ça. Et puis, dernière chose, effectivement, ce qu'on pense, c'est que évidemment, il faut des mobilisations sociales. Le 17 septembre est très important, et des mobilisations écologistes, et notamment sur le 3 octobre et les marches sur l'aérien, sur les aéroports. Mais qu'en même temps, il faut aussi qu'on arrive à avoir des dates de mobilisation communes. Donc, autour du 25-26 septembre, on a lancé un appel, on relaie parce que c'est les marches internationales, les grèves internationales pour le climat, et donc on dit aussi que les questions d'emploi sont centrales aussi parce que quand même il va y avoir des centaines de milliers de chômeurs en plus dans les mois à venir, des plans sociaux, des luttes très importantes dans lesquelles on veut s'inscrire en articulant les deux. Et puis dernière chose, c'est que nous on souhaite, il me semble, j'espère pas trop devancer les débats, mais je pense qu'on a tous un peu en tête maintenant de se projeter dans une date de mobilisation commune en prenant le temps, ensemble, de porter ça, organisations syndicales, associatives, écologistes, sociales, etc., en articulant tout ça, parce que je finirai là-dessus, on se bat pour changer le système, et donc on a une approche systémique et radicale pour changer le monde, c'est ce qu'on espère finalement. On va conclure là-dessus, si ça va à tout le monde, à moins qu'il y ait un ultime mot à rajouter à tout ça. On vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous plutôt. On vous souhaite on se souhaite une très bonne rentrée rouge et verte avec plein de rendez-vous qui vont avec. On vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.